Bienvenue à tous en tout cas et merci d'être venus si nombreux pour ce webinaire. Avec Alexandre, comme le disait Nathalie, d'ailleurs que je remercie au passage pour l'organisation, on va vous parler pendant 3 quarts d'heure de ces sujets donc de gamification et de nudge appliqués à la RSE et aussi appliqués à cette pandémie qu'on est en train de vivre, voir un petit peu ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait avec ces leviers-là sur ce sujet-là. Et aussi, on va parler de sécurité. Donc, comment est-ce que tous ces outils sont utilisés dans ces différents domaines. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous ? Alors, bonjour à tous, moi c'est Alexandre Duhart, je suis consultant en gamification et fondateur d'EcoGameLab, une agence en gamification basée à Lille et spécialisée dans le développement durable. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille sur des projets de conduite du changement ou de pédagogie autour des thématiques de l'écologie. Donc j'accompagne des clients, ça peut être des startups, des PME qui ont des solutions ou des plus grosses structures ou des collectivités qui ont des besoins sur les questions écologiques. Donc je les accompagne sur ces projets grâce à la gamification. Donc, on va parler un petit peu de tout ça tout à l'heure. Merci. Et moi, du coup, je suis Pierre-Étienne Delfly, donc je suis consultant en UX Design. Donc moi, je suis persuadé que le design peut être un levier pour inciter les citoyens à changer, à s'approprier le changement, notamment de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que je vous parlerai tout à l'heure, Pascal est là dans les participants de Mission Climat, pour laquelle je travaille aussi depuis plusieurs mois, qui est une initiative qui vise justement à aider les citoyens à s'approprier ces enjeux. Et auparavant, j'ai travaillé notamment avec la SNCF ou Enedis sur des programmes de sensibilisation qui étaient massivement déployés auprès de leurs collaborateurs. On a également fait une mission avec Mission Climat auprès de Centrale Supélec auprès des étudiants. Et plus globalement, je me suis formé à tout ce qui était sciences comportementales également avec l'Université de Toronto, qui a une unité qui est dédiée à ce sujet, qui s'appelle la BEAR, Behavioral Economic in Action, à Trotman. Et j'ai également complété mon parcours avec une formation chez IronHack, c'est pour ça que je les cite ici, justement, en UX Design. Et pour commencer, donc c'est Alexandre qui gère le timing des questions. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour toi, Alexandre. Ouais, c'est parti. Okay, parfait. On a une petite question à vous poser, tout simplement. Donc, il faut nous répondre de manière tout à fait honnête. Est-ce que vous pensez être un conducteur plus prudent que la moyenne ? Alors, du coup, vous pouvez répondre directement dans le chat. Et on a quand même une bonne majorité de oui, mais il y a également des non. Il y a des personnes qui connaissent déjà la question. J'ai l'impression en tout cas que tout le monde a répondu. On a quand même une majorité de oui. Ouais, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de répondre, honnêtement. Ça marche pas du coup. Je laisse peut-être apporter une réponse. Oui, justement, il y a Muriel Planète qui a commencé à amener l'élément de réponse qu'on voulait citer. En fait, cette question-là permet bien d'illustrer dès le début qu'on est tous finalement victimes de biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, je ne sais pas si ça, c'est une notion qui est claire pour tout le monde. Les biais cognitifs, c'est une manière qu'a notre cerveau en fait, de prendre des raccourcis en fait, au quotidien. C'est ce qui nous permet en fait, de gérer un monde aussi complexe qui est autour de nous en permanence. On n'aurait pas le temps de tout rationaliser, de prendre toutes les décisions de manière complètement réfléchie. Et donc, il y a tout un ensemble de biais qui se sont mis en place au fur et à mesure de l'évolution de l'être humain. Et un de ces biais, notamment, qui est illustré par ce quiz, là, on voit qu'on a une grande majorité quand même de oui, même si certains connaissaient un peu la réponse. En fait, quand on fait cette étude, il y a plus de 80% des gens qui répondent « oui, je suis plus prudent que la moyenne ». Donc tout de suite, on se rend compte que du coup, c'est impossible d'avoir vraiment ce résultat-là. On devrait avoir normalement que 50% de oui. Donc on a 30% de gens qui finalement se considèrent plus prudents alors que ce n'est pas le cas. Et en fait, ça permet de se rendre compte qu'on a tous une vision où on se dit sur la route, on est plus prudent que les autres. C'est ce qu'on appelle le biais de supériorité illusoire, si je me rappelle bien, Alexandre.
On en parlait. Et donc, ça permet d'illustrer tout de suite que voilà, on est tous victimes de ces biais. Après, ce qui est important quand même de noter tout de suite, c'est que ces biais, ils ont aussi des avantages. C'est grâce à ça, notamment, qu'on va se rappeler des bons moments qu'on a vécu avec les gens avant les mauvais. Enfin, ce genre de choses qui sont hyper importantes finalement dans la vie d'un être humain normal. Donc, on va pas, pendant toute cette conférence, on va pas parler des biais comme de quelque chose de forcément négatif, mais c'est juste des leviers qui en fait existent, qui sont prouvés, qui concernent la plupart des êtres humains. Et donc, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Complètement. Alors, du coup, la gamification, c'est quoi? Alors, si vous avez envie de partager on va dire votre grain de sel, votre définition, votre approche de la gamification, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les différentes définitions, notamment que nous avons Julien dans le chat qui est justement très intéressé par ce volet-là. Moi, je vais vous proposer une définition de la gamification pour qu'on soit tous un petit peu au courant de ce que c'est. Pierre-Étienne, si tu peux passer à la slide suivante. Du coup, pour moi, la gamification, c'est une méthode qui consiste à appliquer des mécanismes ludiques sur pas mal de choses. Donc, ça peut être par exemple des applications, des situations, des processus. Ça peut être sur des sites web ou des événements, afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Alors, dans cette définition, on retrouve plusieurs termes qui sont, je pense, assez importants. Le fait que ce soit une méthode, c'est-à-dire que c'est pas simplement le fait d'avoir des idées, de rajouter des points. C'est non, il y a bien une méthode un peu plus globale avec des étapes qui sont assez importantes pour faire en sorte que son projet de gamification fonctionne. De la même façon, on cherche à atteindre des objectifs spécifiques, ce qui veut dire qu'on ne fait pas de la gamification simplement pour le fun ou parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée. Non, on cherche à atteindre des vrais objectifs qui sont fixés en amont, du coup qui répondent à une vraie problématique, un problème à résoudre. Et enfin, on applique des mécanismes ludiques, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser on va s'intéresser aux éléments qui fonctionnent dans les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc., pour mieux comprendre leurs éléments d'engagement et donc les appliquer pour résoudre notre problématique qui a été fixée auparavant. Donc en fait, la gamification, si on voulait simplifier, quelque part, c'est une méthode pour générer de l'engagement, généralement pour générer de l'engagement sur la durée, et du coup ça sert à plein d'usages différents. On peut s'en servir pour fidéliser, on peut s'en servir pour faire de la formation, on peut s'en servir pour challenger par exemple des commerciaux pour qu'ils soient plus motivés à se dépasser, etc. En fait, la gamification va pouvoir répondre à plein de besoins qui sont différents. Ici, dans ce webinaire avec Pierre-Étienne, on va notamment parler donc de RSE, de santé et de sécurité. Alors, une question qu'on me pose assez souvent sur la gamification, c'est est-ce que c'est la même chose qu'un jeu? Du coup, il y a quand même des nuances entre la gamification et les jeux, et notamment les serious games, qui sont des jeux avec, on va dire, d'autres vertus. Ça peut être des jeux pédagogiques, ça peut être des jeux marketing. En fait, la gamification, généralement, on va s'inspirer des éléments ludiques qui sont intéressants dans les jeux et on va les appliquer à des situations qui sont concrètes. Donc, des choses qui ont déjà une existence, qui ont déjà du sens, qui sont déjà faites, et on va les ajouter donc pour générer de l'engagement. Le serious game, en fait, ça va être un petit peu l'inverse quelque part, dans le sens où on va ajouter des éléments sérieux qu'on a envie de transmettre, par exemple, à un public. On va les ajouter, on va les mettre en avant dans un jeu qui va être concret, c'est vraiment un jeu, mais qui va généralement ne pas avoir trop d'impact sur la réalité. Les serious games, généralement, ils vont servir à des questions de pédagogie ou de sensibilisation. Pour donner un exemple, si vous êtes une entreprise de grande taille qui a envie d'impliquer ses collaborateurs dans le covoiturage, vous avez plusieurs façons d'engager différemment vos collaborateurs. Avec la gamification, vous allez par exemple prendre l'application de covoiturage que vous avez déployée en interne et vous allez rajouter des éléments ludiques. Par exemple, je ne sais pas, vous allez mettre en place un classement avec le nombre de kilomètres parcourus en covoiturage. Vous allez peut-être rajouter des petits événements festifs pour faire en sorte que les gens se rencontrent et du coup favoriser le covoiturage par la suite. Donc ça, c'est plutôt de la gamification. On va rajouter du ludique sur quelque chose qui existe déjà. Alors que le serious game, ça va être peut-être de créer une mini-simulation ou peut-être un jeu narratif qui va expliquer les avantages de façon un peu plus sympa que simplement recevoir un flyer ou un mail.
Donc, il va expliquer les avantages du covoiturage, le fait que c'est un moment social sympa, ça permet de découvrir d'autres personnes, ça fait des économies, c'est bon pour l'environnement, etc. Du coup, finalement, on a deux approches qui sont différentes, mais forcément qui partagent des points communs. Et du coup, ici, nous, on va essayer de parler quand même principalement de la gamification plutôt que des serious games. Alors, pour donner un autre exemple un petit peu de gamification, quelque chose d'assez classique, et je pense que vous êtes tous sur LinkedIn, vu que nous sommes plutôt sur un webinaire professionnel. LinkedIn, par exemple, utilise la gamification de différentes façons, et une des façons qui est la plus visible et je pense la plus connue, c'est avec sa barre de progression. Les barres de progression, c'est des éléments qui sont vraiment très très classiques dans la gamification, qui permettent de mieux savoir où on se situe dans la progression vers un objectif. Donc, quand la barre elle est à 50%, voilà, on sait qu'on a fait la moitié de l'effort pour atteindre notre objectif. Et du coup, LinkedIn a mis en place cette barre de progression pour vraiment répondre à des objectifs assez spécifiques. En fait, ils ont beaucoup de données sur les utilisateurs et ils se sont rendus compte que certains utilisateurs venaient sur LinkedIn, repartaient et finalement ne revenaient jamais. Par contre, ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait pas mal d'utilisateurs qui comprenaient, on va dire, mieux la valeur ajoutée de LinkedIn et revenaient. Donc, ils ont défini les étapes qui étaient nécessaires et qui étaient faites par ces personnes-là. Et du coup, ils ont construit la barre de progression pour guider les utilisateurs, tous, jusqu'à ces étapes-là. Parce qu'a priori, une fois que ces étapes ont été passées, réussies, les utilisateurs reviennent. Donc, en fait, la barre de progression, elle est vraiment appliquée à un objectif très spécifique. C'est les premiers pas de l'utilisateur sur LinkedIn et le guider pour qu'il devienne un utilisateur assez engagé. Alors, un autre exemple qui est un peu plus éloigné de tout ça, c'est Lilo. Lilo, c'est un moteur de recherche qui permet de financer gratuitement des projets sociaux ou environnementaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'engranger de l'argent à chacune de vos recherches, ils prélèvent une part de cet argent dont ils ont besoin pour fonctionner et ils vont la redistribuer à des projets. Ce qui est super intéressant avec Lilo, c'est que du coup, ils font appel au sens, le fait que nous ayons envie de faire partie de projets qui sont plus grands que nous, donner un sens épique à nos actions. Du coup, ils font appel à ça pour inciter donc les utilisateurs français notamment à partir de Google pour utiliser leurs solutions. Et ça marche parce que Lilo a une très bonne croissance. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ils ont financé pas mal de projets. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir le projet que vous voulez faire et à chaque recherche, vous avez votre compteur de gouttes d'eau qui s'incrémente. Donc finalement, Lilo, simplement avec le fait d'utiliser ce volet-là sur le sens et le fait d'avoir un feedback régulier, parce qu'on a le compteur d'eau qui augmente à chaque recherche, ils ont réussi à faire en sorte que Google, qui actuellement comporte 90% je crois des usages en France, perdent des parts au profit de Bing, parce que Lilo en fait c'est juste Bing avec un revêtement et des valeurs écologiques en plus, alors que Bing est clairement un moteur de recherche qui n'est pas du tout utilisé en France. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement on peut avoir plusieurs leviers un peu comme ça pour générer de l'engagement auprès de différentes personnes. Et un dernier exemple de gamification, j'en parlais un petit peu au début. Déjà, je dis bravo à Bastien dans le chat pour ses 2713 arbres plantés avec Ecosia, parce qu'il a rebondi sur ce que tu disais, Alexandre. Lui, c'est Ecosia qu'il utilise, moi aussi d'ailleurs, personnellement. Je dois être à peu près dans le même nombre d'arbres. Et donc, pour revenir sur la présentation, donc, Mission Climat, c'est un simulateur qui a été fait donc, par Pascal Besson, qui est présent là dans les participants, sur lequel je travaille aussi depuis quelques mois. Et donc là, c'est également un exemple de gamification, de comment finalement faire en sorte que les citoyens s'approprient des enjeux tels que le réchauffement climatique au niveau mondial et au niveau français, et comment est-ce qu'on peut les aider à prendre compte, en fait, à prendre conscience de l'ampleur du changement qu'il faut mettre en place. Et donc cet outil, qui est, de toute façon le lien est juste en dessous et vous aurez la présentation après à la fin de l'atelier, permet d'aller faire soi-même, de se mettre un peu dans la peau d'Emmanuel Macron, de se dire voilà, je suis à la tête de la France et qu'est-ce que je peux faire dans les grands principes de développement durable, que ça soit appliqué au bâtiment, à l'alimentation, enfin, voilà, tous les grands domaines. Et le but, ça va être de faire son propre scénario. Et ainsi, ça permet de s'approprier finalement les ordres de grandeur,
et l'ampleur du changement qu'il faut mettre en place. Donc ça, c'est aussi un exemple de comment la gamification peut être utilisée aussi pour un peu donner le pouvoir à l'utilisateur de se rendre compte un peu de ce qu'il doit faire, de ce qu'il peut faire, de son potentiel. C'est un jeu de rôle, en fait. C'est vraiment un simulateur qui permet de… On est surtout, en fait, le but pédagogique, c'est vraiment de s'approprier les enjeux et de quantifier en fait l'ampleur du changement à mettre en place. Mais on peut considérer que c'est un jeu de rôle dans le sens où on est dans l'optique d'être au niveau de décision du gouvernement. Et ça a été également adapté, notamment au niveau d'une région qui est Vallée Sud Grand Paris, où là, eux, ils ont mis tous les indicateurs qui correspondent à leur région. Donc, à ce moment-là, voilà, quand on est dans cette optique-là, on est plus à la tête de cette région-là. Et on voit quand j'influence un secteur, donc je décide par exemple de rénover une partie de mes bâtiments, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma région, d'un point de vue des émissions, de la qualité de l'air, etc. C'est l'outil qu'on a utilisé notamment pendant la rentrée du climat avec les étudiants de Centrale Supélec. Alors du coup, maintenant, on va passer à la partie plutôt sur les nudges. Donc pour commencer, les nudges, c'est avant tout un mot qui veut dire coup de pouce. Donc comme ça parle pas forcément. Cette image, c'est sur la couverture du bouquin de Taylor et de Sunstein, qui sont les deux qui ont rédigé le bouquin en 2008 sur le nudge, Improving Decision About Health Wealth. Donc je vous invite à lire ce bouquin, qui en fait est la référence, qui a permis notamment à Richard Taylor d'avoir le prix Nobel d'économie en 2017, et qui explique vraiment, notamment avec beaucoup d'exemples illustrés, ce qu'est le nudge. Donc quand on parle de coup de pouce, en fait c'est une voie un peu alternative, parce que les grandes, notamment pour un gouvernement, normalement on a deux grands leviers pour, on va dire, faire changer un petit peu sa population. Il va y avoir la répression d'un côté, donc on va faire des lois, on va légiférer avec notamment voilà, des amendes si jamais il y a des infractions. Il va y avoir la sensibilisation, donc là ça va être vraiment de la communication. Et en fait le nudge vient un petit peu s'ajouter à ces deux principes en ajoutant donc ce qu'on appelle un coup de pouce, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va influencer gentiment les gens à aller dans un sens plutôt que dans l'autre lorsqu'ils vont avoir une décision à prendre. Alors pour le mieux pour ça, c'est de l'illustrer. En fait, quand on parle de nudge, ce qui est important à retenir, c'est qu'on va venir modifier l'architecture d'un choix. Là, je ne sais pas si ça vous aide beaucoup plus maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est tout simplement lorsqu'on pose une question à quelqu'un ou lorsqu'on présente un choix à quelqu'un, même dans sa vie personnelle, d'ailleurs on s'en rend compte tous les jours, en fait, on influence la manière dont la personne en face va répondre. Notamment si nous, on a un intérêt à ce que la personne choisisse l'option A plutôt que l'option B, on va toujours lui présenter de manière à ce qu'elle ait envie de nous répondre ce qui nous arrange. C'est finalement un peu la base de la manipulation qu'on fait tous au quotidien et qu'on subit tous au quotidien dans tous les cercles de sa vie privée, vie perso, vie professionnelle, etc. Alors j'ai un auteur de BD que j'aime beaucoup qui s'appelle Boulet, qui illustre en fait ces journées avec tout un tas de phénomènes que lui il rencontre. En fait, j'aime beaucoup parce que on reconnaît beaucoup dans ce qu'il vit, on reconnaît beaucoup son quotidien. Donc Boulet là arrive, installe Windows sur son PC. Et à ce moment-là, Windows lui pose la question, voilà, Windows voudrait, ça marche aussi avec Google et tout un tas d'autres services de ce type-là, utiliser les données géolocalisation et parfois des données personnelles, etc. Donc, si le choix a été posé de manière totalement rationnelle, à ce moment-là, il y aurait deux boutons, un qui dit OK, suivant, et l'autre qui dit non merci. Et en fait, dans la réalité, je ne sais pas comment vous le vivez, mais là, Boulet illustre comme ça, c'est un peu comme ça que je le vis aussi. Il y a le bouton suivant qui apparaît, qui est vraiment mis en avant. Et ensuite, pour trouver les autres options, il va falloir fouiller, il va falloir chercher. Il va y avoir des messages qui vont être là pour finalement freiner les utilisateurs qui ne seraient pas vraiment sûrs d'eux. Et tout à la fin, il va finir par trouver la deuxième option, mais qui a été bien cachée. Parce que forcément, Windows a tout intérêt à ce qu'on réponde suivant. Donc, c'est cette solution-là qu'ils vont mettre en avant. Donc là, ils ont modifié l'architecture du choix en fait, à ce moment-là, pour l'utilisateur. D'autres exemples qu'on a, l'exemple le plus connu de nudge, c'est la mouche dans l'urinoir. C'est le premier exemple qui est pris par Taylor dans son bouquin. En fait, il a tout simplement mis une mouche au fond de l'urinoir. Donc ça, c'était
dans l'aéroport, dans un aéroport aux Pays-Bas. Et en fait, tous les êtres humains mâles normalement constitués, lorsqu'ils ont une mouche comme ça, vont avoir tendance à la viser. Et en fait, ça a permis de réduire les frais de nettoyage par 70%, puisqu'il y a eu beaucoup moins d'éclaboussures. Donc, on se rend compte, là, le nudge est vraiment… Pourquoi est-ce que cet exemple-là qui prend au début? Parce que ils avaient un peu tout essayé dans l'aéroport, ils avaient mis des messages qui demandaient aux gens de faire attention, etc. Et en fait, ça ne fonctionnait pas, ça fonctionnait peu. Et ils se sont rendus compte qu'en utilisant ce petit élément ludique, finalement, sans vouloir, finalement, on va dire, rationaliser ce moment que vivaient les utilisateurs aux toilettes, mais juste en leur mettant cet élément ludique, ça a permis d'avoir un impact beaucoup plus grand. Donc, en fait, on se rend compte que parfois, juste utiliser, on va dire, les biais cognitifs réguliers des utilisateurs fonctionne beaucoup mieux que de vouloir absolument leur passer des messages plus compliqués. C'est ce qu'on voit également avec cet exemple-là. C'est un nudge qui est également très connu, qui permet d'expliciter le fonctionnement notamment des élévateurs où il faut se mettre plutôt sur la droite quand on veut monter tranquillement et laisser ceux qui veulent passer à gauche. Et également, il y a une petite incitation peut-être à partir à gauche avec la couleur verte et le côté sport. Donc, on dit, voilà, on va brûler un petit peu plus de calories. Donc ça, c'est le genre de nudge qui sont couramment utilisés pour expliciter ce principe. Alors, du coup, la grande question, sans plus attendre maintenant, c'est, comme on vous l'avait promis quand on annonçait le webinaire, de savoir, est-ce que ça fonctionne vraiment? Du coup, vous pouvez donner votre avis dans le chat directement. On est curieux, si vous avez des exemples de gamification nudge qui n'ont pas fonctionné ou des exemples qui ont fonctionné, n'hésitez pas à nous les partager. Alors là, il y a Céline qui nous dit oui, ça fonctionne. Et Bastien qui nous dit non, peut-être. Alors Bastien, si tu as des exemples, on est preneur. Il y a Marion qui nous dit qu'il y a plein d'exemples dans le livre Green Nudge, effectivement. Et Mickaël qui apporte une nuance. Ça fonctionne quand c'est bien fait. Je propose on continue un petit peu. Il y a Jacques aussi qui nous dit qu'il y a parfois trop d'utilisation par le gouvernement. Alors on en parle un petit peu du gouvernement, justement. D'accord. Okay. Ouais, c'est intéressant. Alors, le premier exemple que j'ai voulu prendre aussi, c'est sur le don d'organes. Pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple-là? Pour plusieurs raisons. Déjà, le nudge peut être perçu parfois de manière un peu anecdotique, un peu gadget. Je prends par exemple la mouche dans l'urinoir, ça peut être vu un peu gadget. En fait, on se rend compte que c'est un sujet, lorsqu'il est appliqué à des sujets aussi sérieux, un outil qui peut vraiment être très efficace dans des sujets de beaucoup plus d'impact en fait, dans les sociétés. Notamment, donc, quand on parle de don d'organes, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de consentement présumé. C'est le dispositif qui est en place en France notamment et dans la plupart des pays d'Europe. Ce qui signifie en fait que quand on est français, on est donneur d'organes, sauf si on déclare officiellement ne pas vouloir être donneur d'organes. Donc on se rend compte qu'en France, ça a permis notamment de faire 5700 greffes, 5780 greffes en 2017. Et en fait, c'est un très bon exemple, je pense, pour voir que le nudge peut vraiment fonctionner dans ce genre de cas. C'est qu'en Allemagne, c'est l'inverse du principe, c'est-à-dire qu'on n'est pas donneur d'organes, sauf si on déclare vouloir officiellement l'être. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une démarche administrative à faire en plus. Et on voit que les chiffres sont très différents, puisque eux, ils ont eu que 800 greffes en 2017. Donc, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et ça, c'est pour plusieurs raisons qui sont très simples, qui sont la base du nudge. Le nudge, en fait, présente déjà l'option par défaut. En fait, c'est un levier qui est très important. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur les biais cognitifs. Dans notre quotidien, il y a beaucoup de sujets dans lesquels on n'a pas forcément ni le temps, ni l'énergie, ni les connaissances pour aller prendre des décisions, pour aller changer en fait, la décision par défaut qui a été prise pour nous lorsqu'on est sur un sujet. En fait, on rencontre dans son quotidien tout un tas de moments où on a un choix par défaut qui est fait. Je vais prendre un autre exemple. Dans son entreprise, lorsqu'on lance une impression très rapidement, eh ben, l'imprimante peut être configurée pour imprimer tout de suite en recto verso et en noir et blanc. Et du coup, dans 90-95% des temps, on ne va pas modifier ces critères d'impression, et donc ça va partir comme ça. À l'inverse, une entreprise où par défaut l'impression serait en couleur et en recto, eh ben, il y aura exactement le même phénomène. Il y aura peut-être un tout petit peu plus de gens qui iront dans les paramètres pour le modifier parce que c'est écologique, mais une majorité ne prendront pas le temps de le faire
parce qu'on est toujours un peu pressé quand on va imprimer, etc. Et donc, le choix par défaut va être finalement utilisé par la majorité des utilisateurs. Et on se rend compte, encore une fois, que ça marche sur tous les sujets, et notamment là, le don d'organes. Il y a ce phénomène se retrouve aussi là. Lorsqu'on a une démarche administrative à faire pour dire qu'on veut être donneur d'organes, même si on a envie de l'être, etc., en fait, la plupart du temps, on ne va pas le faire. Parce que on ne va pas prendre le temps, ou alors même, en fait, tout simplement, ça va être un moment où on va devoir décider de le faire, alors que la majorité des gens ne le font pas. Donc, on va se retrouver également un petit peu soit en dehors de la norme sociale, soit en tout cas, on va avoir ce moment où on va devoir se décider, et ça peut du coup influencer les gens à ne pas le faire. Un autre exemple de nudge, et là c'est pareil, le débat est un petit peu ouvert. L'image qu'on voit à droite, c'est l'image qui est utilisée notamment, encore une fois, dans le bouquin de Richard Taylor. C'est un dispositif qu'ils ont mis en place à Chicago. Il y a un virage qui est très dangereux. Ils ont essayé pendant des années de faire de la communication pour les gens pour qu'ils ralentissent. Et les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Et donc, il y a un nudge qui a été fait. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais en fait, lorsqu'on se rapproche du virage, les bandes qui sont sur la route vont être de plus en plus rapprochées. Et en fait, ce qui fait qu'un conducteur a une illusion d'optique lorsqu'il arrive sur ce virage, il va avoir un effet d'accélération en fait. Parce que vu que les bandes qui commencent au début exactement à la même taille, ensuite vont se rapprocher, vont être de plus en plus proches les unes des autres, mais de manière assez fine, en fait, au fur et à mesure, il va avoir l'impression d'accélérer de plus en plus. Et en fait, la réaction naturelle va être de ralentir à cause de cet effet d'accélération qui va être ressenti. Et donc, un autre exemple de nudge qui a été fait dans ce domaine-là, c'est sur l'image de gauche, où en fait, certains ont créé des stickers à coller sur la route qui représentent des nids de poules géants, un peu, pour également provoquer un ralentissement. Donc là, du coup, on arrive sur les questions, est-ce que ça fonctionne ? Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites, notamment sur ce type de sticker, parce qu'on dit, ouais, mais quelqu'un peut carrément faire une embardée de volant pour éviter le nid de poule. Et on a un autre exemple de ça, et là, on voudrait notamment vous poser la question en direct. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais en fait, c'est un nudge qui a été fait qui permet, en fait, par une illusion d'optique, au moment, donc c'est devant une école qu'ils ont mis ce nudge, au moment où on se rapproche, où on est juste devant le passage piéton, d'un seul coup, on a l'impression qu'il est en volume, donc que c'est en 3D, que c'est comme des petits murets sur la route, et qu'il y a un enfant debout dessus. Donc, est-ce que vous pensez que ce nudge est à généraliser ou pas ? Alors, on a un premier setup, ensuite on a deux noms. C'est intéressant, ça crée du débat. Pascal qui dit que ça risque de pousser à accélérer, effectivement. Pour ceux qui n'aiment pas les enfants. On se fera sur Mario Kart après. Et ben du coup, il y a du débat, hein, en tout cas. Il y a la question de l'entretien aussi qui est posée et du fait de s'accoutumer à ce genre de nudge et du coup potentiellement ne plus y être sensible. Ouais, donc on a vraiment les deux. La généralisation est-elle à généraliser ? Ouais, du coup c'est intéressant parce qu'on a le retour, ça peut justement pousser à commettre un impair, comme dit Bastien. Et je vois également plusieurs personnes qui disent, justement, si on généralise, est-ce qu'il y a un risque d'habitude, voire de défiance ? Il y a également l'entretien de l'image qui se pose. J'ai vu l'entretien parce que c'est dur à entretenir, il faut que ça soit vraiment propre pour être efficace. Donc on voit toutes ces questions toutes ces réponses, tous ces éléments de réponse là. Donc c'est intéressant. Et donc c'est là où en fait, on va dire que ça vient alimenter le débat de les nudges, oui, mais pas dans tous les cas. Et surtout, il faut à chaque fois que ça soit bien adapté au contexte et pas que ça puisse créer un danger. Complètement. C'est pour ça que d'ailleurs il y a deux personnes là qui disent avoir vu plutôt un personnage qui est sur le point de traverser. Effectivement, ça donne plus envie de s'arrêter que de piler parce qu'on croit avoir vu au dernier moment une personne debout sur le centre de la route. Ouais, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que ça serait en effet beaucoup plus prudent et ça pourrait être tout aussi incitatif de mettre quelqu'un qui est sur le point de traverser. Donc ça provoquerait aussi un ralentissement, mais ça éviterait de faire une embardée avec l'enfant qui est en plein milieu de la route. En expérimentant qu'on peut trancher en fait. Donc,
Tout à fait. Exactement, les nudges et la gamification de toute façon, de façon générale, pour que ce soit bien fait, ça implique pas mal de phases de test pour vérifier que nos hypothèses de conception sont valides et que concrètement ça fonctionne correctement. Malheureusement, il y a des projets qui se font soit avec une petite phase de test qui n'est pas forcément concluante, soit ça peut être aussi par des personnes qui juste n'ont pas envie en fait de faire ces phases de test, et du coup c'est à ce moment-là qu'on peut se retrouver avec des projets qui sont un peu moins efficaces, on va dire. Ouais. Et du coup, on arrive sur notre sujet de nudge et de confinement. J'avais partagé un article à ce sujet-là sur LinkedIn pendant le premier confinement. Alors, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays dans le monde, si vous recherchez un petit peu en ce moment sur les réseaux, en fait, lorsqu'on parle de confinement, c'est un sujet de santé, mais c'est un sujet qui est aussi éminemment comportemental, parce qu'en fait, on demande aux gens de modifier leurs habitudes de manière très forte et très subite, et très subie également. Donc, finalement, il y a pas mal de gouvernements qui ont fait appel à des équipes de chercheurs pour les aider dans ce cas-là. Et c'est pour ça que donc, dans cet article, notamment, je cite Olivier Houllier, qui est un neuroscientifique, qui dit que pour lui, l'attestation de déplacement dérogatoire, c'est une stratégie comportementale. Alors pourquoi est-ce que c'est une stratégie comportementale? Pour plusieurs raisons. Déjà, ils utilisent un principe de nudge, qui est qu'en fait, les gens, grosso modo, n'aiment pas mentir. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant aussi, qu'on retrouve également dans des bouquins comme le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Ce qui fait que, par exemple, si on demande aux gens, si on les met dans une disposition à dire la vérité, eh ben, ils vont le faire plus. Si on s'y engage, ils vont plus dire la vérité que si on ne leur demande pas de le faire en amont. C'est utilisé notamment par les impôts dans certains pays, qui demandent, avant de commencer à remplir sa feuille d'imposition, dit je m'engage, je certifie que je vais répondre de manière honnête et que je vais déclarer tous mes revenus. C'est un peu aussi le principe qui est utilisé aux États-Unis lorsqu'on arrive sur le territoire. Et c'est en fait, le fait de s'engager à dire la vérité, c'est prouvé, ça a été prouvé par des études, fait que les gens vont plus être amenés ensuite à vraiment dire la vérité. Donc là, ce principe est utilisé avec l'attestation de déplacement, puisqu'on va certifier que c'est un déplacement important, obligatoire pour nous, et qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de sortir. Et petite parenthèse, ça fonctionne sur d'autres sujets forcément que les déplacements dans le cadre du Covid. Il y a des études qui ont été faites avec des foyers qui s'engagent à faire plus attention, par exemple, au tri ou à ce genre de choses. Et le fait, effectivement, de s'engager, même si derrière, il n'y a pas de punition ni rien de concret, hein, c'est juste ils font le choix de s'engager. On a remarqué que, du coup, effectivement, il y avait des résultats derrière, et les personnes qui s'étaient engagées avaient tendance, du coup, à faire plus attention. Donc, on peut vraiment s'en servir sur pas mal de sujets différents. Tout à fait. Et du coup, pour revenir aussi sur l'attestation, il y a également un autre phénomène qui joue quand on est sur cette attestation, c'est le phénomène de normes sociales, puisqu'en fait, on se rend compte que tout le monde remplit son attestation pour sortir, donc on va le faire aussi. Certains ont parlé aussi de quand on applaudissait tous à 20h pendant le premier confinement. Apparemment, pour certains chercheurs aussi, ça faisait partie, en fait, c'était une certaine manière de nudger, de montrer que la norme sociale, c'était de rester chez soi, d'applaudir les soignants tous les soirs à 20h. Et donc, ça permettait de se rendre compte que tout le monde, finalement, faisait cet effort-là. Et donc, on est beaucoup plus enclin à faire un effort comme ça quand on se rend compte que l'ensemble des citoyens le respectent. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si on se rend compte que personne ne respecte, on va avoir tendance à faire comme la norme sociale et à sortir et à pas prendre en compte les consignes de sécurité. Et du coup, pour rester un peu sur ce sujet-là, ça en parle également très bien dans cet article, qui sera partagé aussi du coup à la fin de la présentation. Plusieurs chercheurs ont dit que malheureusement, au début de la première vague de Covid-19, il y a eu ce qu'on appelle une dissonance cognitive qui a été faite malheureusement par le gouvernement. Donc je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde la dissonance cognitive. Je pense que le plus simple aussi, c'est de prendre un exemple. Donc, la dissonance cognitive, c'est quand on a soit plusieurs croyances, soit des actions et des croyances qui vont se retrouver en contradiction au sein de son système réflectif. Un des meilleurs exemples de dissonance cognitive, c'est les fumeurs, puisque la plupart des fumeurs veulent arrêter de fumer. Et quand ils fument, en fait, ils sont tout le temps un peu en dissonance cognitive, parce qu'ils sont en train de fumer parce qu'ils en ont envie, etc. En même temps, ils savent que c'est pas bien et ils auraient envie d'arrêter.
Donc, c'est une des dissonances cognitives les plus fréquemment utilisées pour illustrer. Et ce qui s'est passé du coup au début de cette première vague, c'est qu'on a eu deux messages en fait qui étaient en contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, Dorfield disait attention, ce virus est dangereux, vous devez rester chez vous. Et en fait, le timing à ce moment-là a fait qu'en même temps, il a dit également qu'on pouvait aller voter. Et donc ça a été perçu en fait par beaucoup de citoyens comme un double message qui était complètement contradictoire. Parce que d'un côté, il dit il y aura que les commerces indispensables à la survie de la nation qui vont rester ouverts. Et de l'autre, il dit allez voter, ce qui peut être bon. On va dire que ça peut être considéré comme indispensable, mais c'est pas aussi clair que par exemple de l'alimentation. Et donc pour beaucoup de chercheurs, ça a créé en fait une dissonance cognitive qui a fait que dans un premier temps, dans les premières semaines de confinement, beaucoup de gens étaient finalement un peu perdus et ne comprenaient pas vraiment la gravité de cette maladie et ont pu même enfreindre les règles parce que ils avaient eu cette dissonance cognitive qui avait été faite au début. Un autre élément qui a créé une dissonance cognitive au début de cette pandémie, ça a été il y a eu pas mal de médias en fait qui l'ont comparé, également quelques personnalités, avec une grippe. Et donc il y avait aussi une dissonance cognitive parce que la grippe du coup était devenue le point d'ancrage pour les gens. Sachant que voilà, c'est une maladie qui est perçue comme n'étant pas trop grave, on va dire. Et en même temps, on mettait en place un dispositif très contraignant. Donc les gens se disaient mais comment ça se fait que pour une grippe, je me retrouve confiné chez moi? Et ça a aussi créé une forte dissonance cognitive chez les citoyens à ce moment-là. Donc, je sais pas, j'ai fermé ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont réagi là-dessus ou sinon on pourra peut-être en parler à la fin. Oui. Mais ça, c'est les dangers de la dissonance. Donc, il faut faire très attention dans les communications de ne pas créer en fait cette dissonance auprès des utilisateurs. Il nous reste 20 minutes, du coup, on va peut-être accélérer un petit peu dans les exemples pour permettre d'avoir un temps d'échange à la fin. Ça marche. Je te laisse peut-être prendre la main sur Récréation. Tu as testé la dernière version avec le Covid. Ouais, c'est vrai que du coup, j'ai testé. Donc, il y a Céline qui est dans les participants. C'est elle qui est derrière cette application. Donc là, c'est un exemple de comment la gamification peut finalement aider à lutter contre le Covid. Donc, il y a certaines entreprises qui ont mis en place des dispositifs pour former en fait leurs collaborateurs aux gestes barrières et aux bonnes habitudes à prendre lorsqu'on est en période de pandémie. Et donc là, voilà, on a voulu prendre cet exemple-là, notamment parce que c'est un exemple qui a très bien fonctionné. Donc félicitations encore à l'équipe qui est derrière, à Céline et à Salvo, puisqu'ils ont eu, si je me rappelle bien, 86% des personnes qui ont lancé ce dispositif, qui était un module en 5 parties, l'ont complété intégralement. Donc donc ça, c'est très élevé pour un serious game de ce type-là, d'avoir 86% de réussite. Donc on voit que ça a fonctionné. Et vous voyez, le principe, c'est vraiment de mettre les gens en situation. Donc là, on est vraiment sur du jeu de rôle. Les personnes vont être dans leur quotidien, vont dire leur poste, et vont être ensuite devant un certain nombre de choix à faire. Et on leur dit à chaque fois si ce choix respecte les règles barrières qui ont été mises en place dans leur entreprise ou pas, et leur donne des éléments pour s'améliorer. Un autre exemple, Alexandre, je ne sais pas si pour le coup… on voulait parler un petit peu d'autres exemples en lien avec notamment le confinement. Et du coup, ce qu'on peut dire qui est assez intéressant, c'est que l'application donc Strava, qui est une application pour faire du sport en extérieur, ou par exemple du vélo, de la course à pied, etc., a complètement explosé aux États-Unis depuis le confinement, donc depuis le premier confinement. On a 2 fois plus de téléchargements donc depuis janvier et 3 fois plus d'usage depuis le début du confinement. Et en fait, on voit bien que le fait d'avoir cette application qui est très gamifiée, qui fonctionne beaucoup, notamment sur tout ce qui va être dépassement de soi, le fait d'améliorer ses pratiques sportives, mais aussi tout ce qui est lien social, vu que finalement Strava, c'est une application qui ressemble beaucoup à un réseau social. Ça apporte en fait d'autres façons de créer du lien social, notamment en période de confinement, où c'est plus difficile d'interagir avec d'autres personnes. Et le fait donc de se réunir sur une application, de partager ses pratiques, de continuer à faire du sport, ce qui permet à la fois de sortir de chez soi et puis garder une activité un petit peu physique. On avait envie de parler rapidement de Strava pour dire ça. Finalement, il y a quand même différents exemples d'usage de la gamification sur toutes ces questions un peu de santé et de confinement. Alors, j'ai un autre exemple qui arrive juste après avec Foldit. Alors en fait, Foldit, c'est une histoire assez incroyable. Vraiment, c'était juste… Du coup, Foldit, en fait, c'est un jeu avec une histoire assez incroyable. En fait,
il y avait des chercheurs qui étaient bloqués depuis une dizaine d'années dans leur projet de recherche. En fait, ils avaient besoin de comprendre comment la protéine était repliée sur elle-même, du coup en 3D. Et c'était assez compliqué de faire ces calculs-là. Ils avaient des ordinateurs qui essayaient différentes combinaisons. C'était sur un projet de recherche sur le sida. Et en fait, donc, ça fait 10 ans à peu près qu'ils sont bloqués. Et ils ont voulu créer un jeu expérimental, un jeu vidéo, en collaboration du coup avec le département d'informatique de l'Université de Washington. Et donc, ils ont imaginé un jeu où, à partir d'un tutoriel, les joueurs vont comprendre comment fonctionne le fait de replier donc les différents éléments constituant la protéine sur elle-même pour créer donc des combinaisons. Donc, au départ, on a des exemples assez simples et ça va complexifier. Et en fait, à partir de ce projet-là, en 10 jours, des joueurs ont réussi à trouver la solution donc sur un problème où finalement ça faisait des années et des années que les chercheurs étaient bloqués. Tout ça parce que les personnes du coup avaient un axe de réflexion qui était assez différent, assez plus structuré que ce que pouvaient faire les ordinateurs. Encore actuellement, c'est possible de jouer à Foldit. Il y a d'autres molécules, d'autres protéines à travailler. Et c'est assez intéressant de voir qu'en créant justement un moyen qui permet à tout le monde d'être acteur et de participer du coup à la recherche scientifique, on a réussi à avancer donc de façon assez rapide sur des problèmes qui étaient jusqu'ici bloqués. Un autre exemple sur l'usage, on va dire, du jeu dans le monde de la recherche, ici, donc c'est pas un serious game, c'est l'exemple de World of Warcraft. World of Warcraft, c'est un jeu de rôle en ligne avec énormément de joueurs. Et en fait, en 2005, ils ont lancé un nouveau donjon, donc un endroit où il y a des créatures qui sont assez fortes. Et il y a eu un bug en fait dans le lancement de ce donjon qui faisait que une maladie qui était censée s'attaquer aux joueurs présents dans le donjon a réussi à sortir du donjon. Cette maladie, qui était donc destinée à des joueurs de haut niveau, faisait beaucoup de dégâts et donc a commencé à attaquer tous les joueurs qui étaient présents dans le jeu. Et finalement, ça a créé une sorte d'épidémie à l'échelle du jeu qui vraiment empêchait les joueurs de jouer. Vous voyez donc tous les cadavres qu'il y a dans une des capitales du jeu. On est vraiment sur quelque chose qui est très agressif, très présent. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que donc les éditeurs du jeu, le temps de corriger le bug, ils ont essayé de mettre en place des mesures de quarantaine, mais finalement ça marchait pas du tout. Les joueurs ne respectaient pas du tout ces mesures-là. Il y avait notamment des comportements qui étaient jugés comme non rationnels. Par exemple, il y avait des personnes qui revenaient dans les capitales pour voir ce qui se passait, alors qu'ils n'étaient pas présents sur place à l'origine. Il y avait des gens qui étaient contaminés et qui essayaient justement de contaminer encore plus de personnes ou d'apporter la maladie à des endroits qui étaient jusqu'ici sains. Et finalement, tout ça intéressait énormément les chercheurs parce que ça permet de modéliser différemment les comportements. Parce qu'on voit bien avec le confinement et le Covid actuellement aussi, tout le monde ne fait pas le choix de rester 100% chez soi et de limiter complètement ses déplacements. Et le fait est que en regardant les vrais comportements, les chercheurs ils comprennent beaucoup mieux en fait nos motivations et ils vont être capables de prédire beaucoup plus facilement donc les comportements que les gens vont avoir dans des vraies épidémies. Et du coup, c'est pour ça que pas mal de chercheurs avaient approché World of Warcraft pour essayer de retenter de recommencer ce genre d'expérience. Un dernier exemple peut-être sur la gamification qui est assez intéressant. On posait la question du coup de est-ce que ça fonctionne, dans certains cas peut-être un peu moins bien. Je pense que c'était important de montrer un exemple de gamification qui était un peu maladroit. C'est Pôle emploi qui a lancé une initiative qui s'appelle This is the Job, qui est très inspirée de This is the Voice, une émission de télé où donc des personnes font des concours de chant, grosso modo. L'idée, c'est que des candidats donc doivent se présenter et présenter voilà leur volonté de trouver un job à, comme vous le voyez sur l'image, différentes personnes qui peuvent recruter et du coup qui se retournent s'ils sont convaincus par la personne. Et finalement, on a une expérimentation de Pôle emploi qui était jugée comme assez réussie, innovante, etc., mais finalement qui fait plaisir beaucoup à Pôle emploi et peut-être au jury,
mais pas vraiment aux personnes qui sont les candidats, parce que ça les mettrait mal à l'aise et que c'est pas forcément pertinent par rapport à leurs compétences nécessaires pour trouver un job. Donc finalement, on a quelque chose qui a été assez mal pris et qui collait pas vraiment à la situation, et du coup Pôle emploi a décidé de suspendre cette opération. Alors juste un petit mot très rapidement. Donc, quand on demande si il y a eu aussi une question dessus au début de la conférence. En fait, maintenant, donc notamment en France, donc il y a plusieurs gouvernements qui avaient déjà mis des nudge units ou on va dire des unités dédiées au sens comportemental dans les gouvernements. Et la France a ça également en place maintenant à la DITP. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment intéressant sur ces sujets. DITP, c'est la direction interministérielle de la transformation publique. Donc eux, ils ont justement mis en place une équipe où ils sont, si je me rappelle bien, 5 ou 6 à être dédiés à ces sujets-là. Comment mettre en place les sens comportementaux au service de la transformation publique en France. On arrive donc du coup sur un vaste sujet qui est très souvent abordé quand on parle de ces outils, c'est de savoir est-ce que c'est de la manipulation ou pas. Donc c'est là qu'on aimerait avoir votre opinion, notamment sur ces deux images. D'habitude, c'est une question qu'on nous pose à chaque conférence, et du coup on s'est dit que là, cette fois-ci, on allait vous la poser à vous, donc n'hésitez pas à donner votre avis de façon générale, ou effectivement donc, sur cette image que vous montre Pierre-Étienne. Est-ce que pour vous, c'est de la manipulation, le fait de mettre en avant, par exemple, voilà, tous ces snacks à gauche, ou peut-être de mettre en avant toutes ces salades à droite? Est-ce qu'il y a un des deux qui est de la manipulation, les deux, ou peut-être aucun des deux? Un peu simple si on pouvait dire oui ou non. Vous l'avez tous vécu. Là. Voilà, est-ce que c'est oui à gauche, oui à droite, non à gauche, non à droite? Eh ben, j'ai l'impression qu'on a plutôt une majorité de oui. On dit oui à droite. Que la manipulation, parfois, ça peut être pour la bonne cause ou que ça peut être éthique. Là, on a des éléments de réponse. Certains disent que la manipulation, je vois Julia Mendes dit, n'est pas forcément mauvaise. Communiquer, c'est manipuler. Je suis complètement d'accord avec ces différents messages. Effectivement, donc Mathilde qui précise que c'est de la manipulation, mais que le nudge est associé à de la manipulation positive. Tout à fait, je partage aussi complètement. Vivre, c'est manipuler même, on peut le dire. Ouais. Tout à fait d'accord avec Muriel. De chaque interaction qu'on a, on manipule, on est manipulé de toute façon. Ok. D'accord avec ça. Donc nous, c'est un peu notre positionnement avec Alexandre. Je pense que je peux parler à notre nom à tous les deux, que oui, en fait, c'est de la manipulation, bien sûr, mais en fait, toute communication, tout processus de décision en fait, implique de la manipulation. Et donc tout dépend si c'est vraiment pour le bien-être ensuite de l'utilisateur et ou de la collectivité dans son ensemble. Le mieux, c'est quand c'est pour le bien commun et en plus pour le bien de l'utilisateur. Donc typiquement, je pense que sur l'exemple de droite, le fait de s'alimenter avec des produits sains et végétaux, on peut considérer que c'est bien aussi bien pour la communauté que pour l'utilisateur à ce moment-là. Parfois, c'est un peu plus diffus, ça va être que pour l'utilisateur, mais un peu au détriment de la communauté. Parfois, ça va être bon pour la planète, mais est-ce que ça va être forcément bon pour l'utilisateur? Donc, c'est pour ça que ce débat est toujours ouvert et qu'il faut faire très attention quand on veut mettre en place un nudge, de s'assurer qu'on le fait bien pour le bien commun. Bastien propose aussi le fait qu'il y a une notion de transparence à avoir, et c'est vrai que si vous faites, on va dire, de la manipulation pour aider les gens, ça paraîtrait normal de leur expliquer pourquoi vous le faites et comment vous le faites à ces personnes-là, quelque part. Tout à fait. Encore, c'est des sujets extrêmement complexes où il est difficile de répondre par oui ou non. Il y a toujours la question du pourquoi. Complètement. Là, c'était juste pour illustrer un autre exemple où effectivement la gamification aussi peut être utilisée du coup à des fins plus marketing, comme l'image de gauche juste avant, avec un projet de gamification qui date de nombreuses années, avec le Monopoly de McDo, où en faisant des achats chez McDo, on gagne du coup des petits tickets qui représentent, donc voilà, vous les voyez sur l'image, par exemple le fait de gagner
des smartphones, de gagner des voyages, etc. Et en fait, il y a clairement une hausse de la consommation de McDo à ce niveau-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils le refont chaque année. Et du coup, c'est plus de la gamification qui est utilisée à but marketing. Alors que c'est vrai que Pierre-Étienne et moi, par exemple, on travaille quand même beaucoup sur des projets qui sont du coup plus pour la planète ou à impact positif. Et du coup, on peut se poser cette question-là de la manipulation. Mais dans les deux cas, en fait, c'est effectivement de la manipulation. Alors, juste après, on vous a mis un petit schéma qui vient du livre Hooked. Hooked, c'est un livre écrit par Nir Eyal sur justement comment faire en sorte d'engager dans la durée des utilisateurs sur vos produits, notamment tout ce qui va être numérique. Et en fait, Nir Eyal se pose la question de la manipulation et de l'éthique en fin de livre. Et du coup, il propose cette matrice où on peut voir du coup d'un côté est-ce que le produit ou le service améliore la vie des utilisateurs ou pas, et est-ce que le designer du produit l'utilise ou pas. Et en fonction de ça, du coup, on peut se classer dans différentes catégories. Du facilitateur, par exemple quelqu'un qui développerait une application de covoiturage et qui l'utilise également, au dealer, par exemple quelqu'un qui va créer des jeux mobiles freemium pour gagner de l'argent en arnaquant et en jouant sur les biais cognitifs et qui forcément n'utilise pas son produit. Donc en soi, je pense que le modèle n'est pas parfait, mais c'était assez intéressant de voir que cette réflexion est bien présente chez de nombreuses personnes, même ceux du coup qui mettent en avant des techniques entre guillemets de manipulation. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous partager. Ça peut vous inspirer sur d'autres projets ou pour expliquer par exemple des problématiques d'éthique à vos collègues ou à vos supérieurs clients. Alors, ensuite, on s'est posé un peu la question de comment concevoir de façon plus éthique. Alors, si vous avez des solutions ou des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. C'est super intéressant. Nous, on vous conseille d'aller regarder les vidéos qui sont en replay de Ethics by Design. Donc, Ethics by Design, c'est des designers qui justement mettent en avant des techniques, des retours d'expérience pour concevoir des projets de façon éthique, en impliquant correctement les utilisateurs, en étant transparent, etc. Et du coup, il y a pas mal de retours d'expérience sur des thématiques assez différentes, donc n'hésitez pas. Je pense qu'on vous mettra le lien avec le mail qui arrivera en fin de webinaire. C'est assez intéressant à la voir. Et une autre piste, à part la sensibilisation des designers, ça peut être aussi de sensibiliser les citoyens pour leur permettre d'être, on va dire, plus conscients des techniques de manipulation qui peuvent s'offrir à eux contre leur gré. Et notamment, du coup, je vous propose, ici, pareil, vous pourrez le retrouver, attends, je vais vous le mettre directement, ce sera plus simple dans le chat. C'est un jeu de cartes qui a été imaginé par Stéphanie Walter sur les biais cognitifs. Donc, on en parlait tout à l'heure des biais cognitifs. Et finalement, ce jeu de cartes peut être utilisé à la fois en conception pour repérer un peu voilà, les biais cognitifs qu'on a pu mettre dans son projet, mais ça peut être aussi utilisé pour sensibiliser. Et quand on n'est plus conscient des biais cognitifs, c'est assez intéressant de les repérer et d'essayer de s'en prémunir. Je ne dis pas que le fait de les connaître permet de les éviter, c'est pas possible. Par contre, ça permet d'être beaucoup plus conscient et du coup de les repérer. C'est un petit peu comme quand vous connaissez un peu les techniques de vente un petit peu forcées. Je ne sais pas si vous êtes chez votre concessionnaire auto et qu'il essaye de vous forcer la main. On a tendance à reconnaître un peu ces techniques-là. Avec les biais cognitifs, on peut être un peu plus sensible de cette façon-là aussi. Alors, on a une question, est-ce que les outils et méthodes de création de source game existent selon licence Creative Commons ou libre de droit? Alors, il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont assez différentes sur ce volet-là. Alors, par exemple, il y a la communauté Open Source Game qui existe. Alors, je vais vous mettre pareil le lien dans le chat. C'est une communauté où justement l'idée c'est de permettre à plus de gens de mieux comprendre comment utiliser donc des serious games et comment on crée. C'est plutôt orienté sur tout ce qui va être on va dire management, agilité en entreprise, ce genre de choses, mais on peut y trouver d'autres éléments. Et après, il y a pas mal de choses qui existent en fonction des
des types d'outils ou de jeux que vous avez envie de créer. Par exemple, moi j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle les Gamificarts, qui permet donc de générer plus facilement des idées de gamification. Mais il y a d'autres jeux qui existent à ce niveau-là et qui peuvent vous permettre de générer plus facilement des idées, de mieux comprendre le process, etc. Donc ça dépend en fait beaucoup de ce que vous voulez faire. Si vous avez d'autres questions, du coup, on est arrivé un petit peu à la fin de notre webinaire. Donc, voici nos coordonnées. Effectivement, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On est accessible également sur LinkedIn. Encore merci à Nathalie pour l'opportunité d'organiser ce webinaire. Et bah, du coup, on reste encore un petit peu à votre dispo pour d'autres questions. Là, j'en vois une qui est arrivée du coup avec directement l'outil questions-réponses. Est-ce que nous aurions des conseils pour mettre en place des nudges et de la gamification dans le domaine de la sobriété numérique? Eh ben, des conseils plutôt en mode bonne pratique, oui. Après, spécialement adapté à la sobriété numérique, je ne sais pas si toi, tu as des exemples, Pierre-Étienne, en tête. Oui, bah justement, j'avais travaillé un petit peu sur ce sujet-là pendant que j'étais chez Ironhack. Et en fait, bah, tout simplement, un premier élément de réponse sur ce sujet spécifique, c'est déjà être informé du temps d'écran qu'on a chaque jour. Et idéalement, même du temps sur chaque thème, on va dire, d'écran qu'on va avoir. Donc, le temps qu'on a passé sur les réseaux sociaux, notamment. Qui peut être vraiment une sorte de gouffre vortex à temps, puisqu'en fait, le fait de slider à l'infini, ça a été prouvé comme étant un phénomène qui peut rendre les gens complètement addicts et un peu les zombifier, parce que on peut scroller sans arriver jamais à la fin, sans devoir passer. En fait, vous savez, ça c'est aussi un nudge. Parce que, du coup, c'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on appelle du dark nudge. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les gens passaient beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, notamment, à partir du moment où on enlevait le système juste de passer d'une page à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, par exemple sur Google, quand on arrive sur les pages de résultats, on va aller d'une page à l'autre, on va devoir cliquer sur page 2, page 3, alors que quand on est sur les réseaux sociaux, on peut scroller à l'infini et il n'y aura jamais de moment où on va devoir dire je veux voir plus de contenu, etc. Ça va continuer. En fait, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont enlevé ce qu'on appelle un marqueur de choix. C'est-à-dire qu'ils ont en fait enlevé la possibilité aux gens de se dire à un moment donné, bon, est-ce que j'ai passé assez de temps dessus ou pas? Ils l'ont enlevé, ils l'ont carrément balayé, et donc, ce qui fait que les gens ne se posent plus la question et continuent d'ingérer du contenu. Donc, c'est pour ça que voilà, juste pour revenir sur la question, un des éléments, c'est déjà avoir conscience du temps qu'on a passé et remettre en fait des marqueurs de choix chez l'utilisateur d'une manière ou d'une autre. Des moments, par exemple, il peut recevoir des notifications. Ça fait 1 heure que vous êtes sur Facebook, voulez-vous continuer? Oui, non. Encore une fois, le but, c'est pas d'empêcher les gens, de les forcer à toute force, mais peut-être de les inciter, déjà commencer par leur faire prendre conscience. Un bon exemple pour le côté prise de conscience, c'est aussi d'associer du coup ce temps passé à consommer à un impact environnemental. Par exemple, je l'ai en tête parce que je l'ai vu il y a assez peu de temps, mais 1 heure de vidéo sur son smartphone, donc en 4G, ça correspond à la consommation de 1 an d'un frigidaire. Donc, en fait, on se rend compte qu'en termes d'impact, il y a des choses qui sont assez importantes. On se dit le numérique, ça n'a pas d'impact parce que voilà, c'est virtuel. Et en fait, si la production notamment de tout ce qui est matériel, data center, etc., ça consomme énormément de ressources, ça pollue énormément et c'est un impact qu'on voit pas. Donc, le remettre un petit peu plus visible, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour permettre aux gens d'être sensibilisés et du coup d'agir. Après, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Il me semble que YouTube ou Netflix le font en ce moment. C'est réduire la qualité, donc sur le volet nudge, réduire la qualité, c'est le choix par défaut, des vidéos, tout simplement. Les gens n'ont pas forcément envie de changer ça. Et du coup, le fait de mettre une qualité un peu moindre, ça ne va pas forcément gêner quand on regarde. On ne peut peut-être pas s'en rendre compte à chaque fois, mais ça permet d'économiser de la bande passante et du coup de moins polluer aussi. Je rebondis sur la question qui a été posée juste avant, puisque la sobriété numérique, c'est un thème qui m'intéresse et si quelqu'un veut intervenir, je prends. Je pense que c'est un sujet à développer. Alors dans la sobriété numérique, il y a une entreprise qui est dans le Nord en tout cas qui est très bien positionnée là-dessus, qui s'appelle It's On Us. Je les connais. Et du coup, voilà, oui, bah, effectivement, ils sont dans ton espace.
Et effectivement, je pense que ce serait super intéressant parce que eux, du coup, ils peuvent apporter plus le côté technique, notamment autour de Green IT. Et effectivement, il y a Green IT au niveau national qui travaille du coup avec Autonomous. Ok. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. Alors, je regarde, il y avait des questions sur des recommandations de livres sur la gamification. Du coup, j'ai donné un exemple avec notamment le livre de Celia Odent dans le cerveau des gamers, qui est traduit en français depuis pas très longtemps, qui est très très intéressant à ce niveau-là. Et sinon, après, il y a pas mal de livres, mais généralement, c'est plutôt en anglais. Il y a aussi Alex qui cherche des jeux pour faire émerger des projets de territoire avec les citoyens, l'intelligence collective et de la participation citoyenne orientée services de proximité. Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant, effectivement, d'autant plus que les commerces de proximité ont pas mal besoin d'aide en ce moment. Ouais. Comme ça, j'ai pas trop d'idées de jeux qui soient déjà conçus sur sur ce sujet-là. Ouais, j'ai pas trop l'impression non plus. Il y a une question aussi sur les conseils pour appliquer des nudges dans le domaine de la sécurité à l'environnement, sécurité, santé, environnement, pour avoir, par exemple, augmenter les formations, la sensibilisation. Est-ce que tu as des exemples Santé, sécurité au travail. Au travail, oui. D'accord. Merci pour les termes. En fait, ce qu'on a regardé tout à l'heure, l'outil notamment qui a fait Récréation est vraiment orienté, par exemple, sur ce type de sujet-là. Eux, ils ont fait donc un cursus sur le Covid, mais à la base, ils sont justement sur tout ce qui est santé, sécurité. Donc ça fait partie des initiatives qui peuvent répondre à ça. Donc eux, là, c'est carrément un serious game complet dessus. Après, quand on parle de nudging dans ces sujets-là, souvent, on va être sur de la communication positive notamment. Donc, je reprends pareil un exemple avec ce qu'on vit un petit peu tous en ce moment, parce que ça permet de faire un peu le lien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les marqueurs au sol et partout ne sont pas tous les mêmes. Quand on parle notamment de garder la distance avec les autres usagers quand on est dans les transports, etc. Et certains vont plutôt jouer sur le côté anxiogène, qui va avoir tendance à ne pas fonctionner, donc ils vont être rouges, marqués distance minimum. Ça va être quelque chose d'assez sombre. Et donc ça va avoir tendance à ne pas fonctionner parce que ça va mettre les gens dans un dispositif plus de peur. Donc ça fonctionne pas très bien. Et à l'inverse, d'autres vont être sur par exemple, c'est des choses un peu qui peuvent paraître un petit peu triviales, mais qui fonctionnent très bien. Il va y avoir par exemple une illusion d'optique ou quelque chose comme ça, ou un message un peu positif, ou juste un message un peu humoristique, et qui va permettre en fait aux gens de vraiment le lire. Et de vraiment l'intégrer et de vraiment appliquer à ce moment-là le geste. Donc parfois, juste en changeant un petit peu les couleurs utilisées, le type de message qui est utilisé, en passant sur des choses plus positives et qui vont plus jouer sur, on va dire, l'attrait, ça peut avoir tendance à mieux fonctionner. Donc je pense que ça peut s'appliquer également dans tout ce qui est sécurité au travail, notamment dans les milieux où il y a des dangers comme les usines, etc. Je vois que Céline Berger rebondit dessus sur ce qui se passe à Londres, par exemple, là-dessus. Okay. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou si c'est bon pour toi, Alexandre. Il y avait une question aussi sur les sites et blogs français à suivre sur la gamification. Donc, je vais donner mon blog. Après, ça dépend en fait aussi beaucoup l'intérêt de la gamification. Il n'y a pas énormément actuellement de contenu sur la gamification. Il y avait Clément Multier qui en mettait aussi, mais ça fait longtemps, il me semble qu'il n'a pas publié. Et après, sinon, il faut suivre des acteurs qui sont sur la gamification. Donc, je vais vous donner l'exemple de Michael Bureau, du coup, qui est dans le chat aussi, qui travaille lui sur les questions de gamification, notamment autour des communautés, et qui publiait beaucoup sur la gamification dans la ville. Donc, en fait, souvent, les publications se retrouvent beaucoup sur LinkedIn, donc c'est un des meilleurs moyens de suivre tout ça. Merci à vous deux. Vraiment très intéressant. On a dépassé les 50 participants. Donc, c'est rare. Donc, il faudra revenir nous voir parce que apparemment il y a beaucoup de choses à dire encore.
Merci à vous. Je vois qu'il y a encore 2 questions sur le chat peut-être. Et puis pour permettre à tout le monde d'aller déjeuner. Ah non, que des gens qui vous remercient aussi. Merci à tous. Et merci pour la participation active de tout le monde. C'était super intéressant d'avoir vos retours. Merci pour les exemples aussi que vous avez partagés. C'est génial. Merci. Donc, vous avez les coordonnées d'Alexandre et Pierre-Étienne et le replay qui sera dispo dans quelques temps. Je donnerai vos coordonnées à Pierre-Étienne et Alexandre et vous pouvez les joindre en direct, bien évidemment. Voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous pour finir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.